Légende Pokémon Zelda, ça donne quoi? On parle de ça aujourd'hui. Let's go! Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinématique Univers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner mon avis global sur Pokémon Zelda. Et je vais le faire sur plusieurs points. Les starters, le casting des Pokémon, les méga évolutions, la map, les graphismes, l'histoire du jeu, le contenu du jeu et le DLC. Je précise que j'ai joué à la version Switch 2 du jeu. Les starters de départ du jeu sont abjects. Dans Légende Pokémon Arceus, on nous a proposé 3 starters, de 3 générations différentes, de 3 régions différentes, dans une région qui n'est pas la leur. Brindibou, Hérissandre et Moustillon. Et ces 3 starters étaient plutôt bien appréciés par la communauté Pokémon. Là, on nous propose Germignon, Gruicui et Kaiminus. 2 Pokémon de la 2G et 1 de la 5G. Et sur les 3, il y en a 2 qui ont des stats de merde. Germignon et Gruicui. Alors d'habitude, quand je joue à un jeu Pokémon, je commence toujours avec le starter feu, sauf dans X et Y où je choisis Grenousse car on a Salamèche plus tard. Donc vous vous dites, ouais en gros il a choisi Kaiminus. Pas du tout. J'ai choisi Germignon car plus tard dans le jeu, on peut obtenir Dracofeu et Grenousse, ou Salamèche et Grenousse, ou Dracofeu et Amphinobi, peu importe. Mais on peut les obtenir assez tôt dans le jeu. Moi qui aime beaucoup les starters, j'ai toujours les 3 starters dans mon équipe finale. Là j'avais Meganium, Dracofeu et Amphinobi. Et encore quand le DLC est sorti, j'ai viré Meganium pour Junko. En gros plus aucun starter de base. Bref, le choix du starter en début de jeu est complètement claqué. Aussi on va faire un pari. Vu que visiblement dans les jeux légendes, ils se focalisent sur les starters de la 2G, 5G et 7G, les prochains starters sont Vipellière, Flamiaou et Otaquin. Pourquoi ces 3-là? Mais déjà, entre Légende Arceus et Zelda, on a épuisé les starters de la 2G. En 5G, on a utilisé Gruicui et Moustillon. En 7G, on a utilisé que Brindibou. Donc, sur ces 3 générations, il ne reste que Vipellière, Flamiaou et Otaquin. Et si on suit une certaine logique, le prochain jeu Légende se déroulera à Galar. Pourquoi Galar? Mais déjà, les 3 starters que j'ai cités n'ont rien à voir avec cette région, tout comme dans les autres jeux. Et aussi, parce qu'il y a eu tout simplement le Dynamax et le Gigamax, je m'explique. Dans Légende Arceus, on a donné des formes régionales à Archiduc, Typhlosion et Clamiral. Dans Zelda, on a donné des méga évolutions à Meganium, Rotiflamme et Alligator. Donc, je verrai bien des Gigamax pour Majaspic, Felinferno et Oratoria. Si ce que je dis est vrai, le jour de l'annonce, je reposterai cet extrait sur TikTok en réel et en short. Alors oui, on va parler du casting Pokémon de Zelda. Mais avant ça, je vais passer un coup de gueule que je garde sous le coude depuis 2019. Car depuis que les jeux Pokémon sortent sur Nintendo Switch, ils ne sont pas tous dans les jeux. Je ne parle pas du fait qu'ils aient enlevé le National Dex. Ce n'est pas non plus le fait que je ne trouve pas tous les Pokémon dans le jeu. Ça, c'est normal, les échanges sont faits pour ça. Je parle du fait qu'ils ne soient pas codés dans le jeu. Le slogan, c'est « Attrapez-les tous », non? Pour en revenir à Zelda, je trouve que les Pokémon qui ont été choisis pour ce jeu, ce sont des Pokémon populaires. Il y a aussi de bons Pokémon stratégiques, mais bon, vu qu'il va y avoir Pokémon Champion qui va sortir, je pense qu'on va s'en foutre de la stratégie dans les jeux principaux. Et si je devais comparer avec Légende Arceus, je trouve bien plus intéressant les Pokémon qu'il y a dans Légende Zelda. Ça, c'est juste mon avis perso. J'ai attrapé tous les putains de Pokémon du jeu, que ce soit dans le jeu principal ou le DLC. Je vous rassure, je les ai pas tous attrapés en Shiny, ni en Baron Shiny. J'ai une vie quand même. Et autre défaut du jeu, à part les méga évolutions, il n'y a aucun nouveau Pokémon. Dans l'univers de Pokémon, la méga évolution a été introduite dans les jeux X et Y. Et le lore de la méga évolution a été plus développé dans Ruby Omega et Saphir Alpha, notamment avec l'épisode Delta. C'est pas mal pour un remake. Manière, Saphir Alpha et Ruby Omega sont les derniers bons jeux Pokémon. Je ne suis pas ouvert au débat. Après ça, dans tous les jeux de la série principale, on a eu un nouveau move de combat. Dans Soleil et Lune, on a eu les capacités Z. Dans Épée et Bouclier, on a eu le Dynamax et le Gigamax. Dans Écarlate et Violet, on a eu la Terra Cristallisation. Tous ces moves de combat sont intéressants, mais pas autant que la méga évolution. La méga évolution disparaît à partir de Épée et Bouclier pour revenir dans Légende Zelda. Donc globalement, qu'est-ce que vaut la méga évolution dans ce jeu?
Mais pas grand chose en fait. Que ce soit dans X et Y, les remakes de la 3G, les jeux de la 7G ou même Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, la méga évolution était plus intéressante. Dans ces jeux, il y avait les combats d'arène, les combats de la ligue, bref, c'était épique. Là, à part nous mettre des cinématiques de transformation spectaculaires qui sont trop longues au passage, on va en reparler plus tard, il y a très peu de combats dans ce jeu qui iconisent la méga évolution. La plupart du temps, quand on se bat dans ce jeu, c'est contre des PNJ dans le Royal Zelda. La plupart du temps, c'est pas la peine de lancer la méga évolution. Les combats sont trop faciles. Quand les combats sont trop longs, on peut méga évoluer 2 à 3 fois. Alors qu'avant, on ne pouvait méga évoluer qu'une seule fois par combat. Et aussi pour méga évoluer, il faut que la jauge soit pleine. Et un truc qui est complètement con, on peut faire évoluer notre Pokémon hors des combats. Qui dit méga évolution dit méga gemme. Pour la plupart, elles sont reloues à obtenir. Il y en a qu'on obtient en battant les méga Ferox, d'autres qu'on peut acheter au joyau de Kalos. Jusque là ça va, ça fait partie du gameplay, donc pourquoi pas. Mais il y en a, pour les avoir, tu dois casser les méga fragments pour les échanger contre des méga gemmes. Et ça, c'est long, putain. En tout, il faut 4740 fragments pour toutes les avoir. En sachant que quand le jeu est sorti, on ne pouvait en transporter que 999. Et si tu ne faisais pas attention, tu pouvais farmer des méga fragments pour rien. Heureusement, avec la mise à jour, on peut en transporter 9999. Il y a aussi les méga gemmes que tu ne peux pas obtenir si t'as pas acheté le DLC. Et il y a aussi les méga gemmes que tu ne peux obtenir qu'en faisant du PVP. Je trouve ça scandaleux. Déjà, il y a des gens qui n'aiment pas spécialement le PVP, mais en plus, on est obligé de payer le Nintendo Online pour obtenir ces méga gemmes. Bref, du vol. Et ce qui rend la méga évolution moins iconique, c'est qu'il y en a trop. 93 en tout. Et parmi les nouvelles, il y en a qui sont moches. Travail de fainéant. Oui, j'ose le dire. Le trailer du jeu, quand même, était annoncé en février 2024. Ce qui veut dire qu'ils avaient à peu près 2 ans pour nous faire un jeu à peu près correct. Déjà, si on compare la map d'Illumis au Illumis de X et Y, on peut s'apercevoir que les bâtiments du Illumis de X et Y sont plus distingués les uns des autres. Dans celui de Zelda, il y a tout qui se ressemble. Il n'y a rien qui distingue une zone d'une autre. La ville est vivante. Il y a une grande diversité de PNJ et de Pokémon qui se baladent dans la ville. Alors autant je trouve les zones du Royal Zelda logiques, mais les zones sauvages, pour prétexter la capture de Pokémon dans le jeu, je trouve ça très con dans le lore. Faire un jeu Pokémon dans une seule ville, c'est complètement débile. Un jeu Pokémon, c'est censé être une grande aventure où on visite des routes sauvages, des grottes, des villes, des océans, des forêts, des montagnes. Et là, on est juste dans une ville avec des zones sauvages. Et cliché jeu vidéo, il y a la zone sauvage dans les égouts. Bref, cette map fait perdre tout son sens de ce qui fait un jeu Pokémon. N'étant pas très porté sur les graphismes d'un jeu vidéo, ou d'un film en règle générale, il y a beaucoup à dire sur ce jeu. Alors déjà, on va parler de ce qui est positif. J'aime bien les designs des personnages et des Pokémon. Bon, pour les Pokémon, il n'y a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est les mêmes modèles 3D depuis X et Y. Les textures des Pokémon sont pas mal. Pour ce qui est des personnages, j'aime bien leur design, sauf celui d'AZ. Dans X et Y, on voyait que c'était un homme qui avait une carrure impressionnante, malgré les cicatrices de son passé. Là, c'est juste un vieil homme bossu. Pour le reste... Alors, avis impopulaire, j'aime bien les graphismes. Quand on regarde vite fait, au début du jeu, on pouvait dire que les graphismes sont bien, mais en vrai, si on regarde de plus près, c'est vraiment moche. Alors déjà que tous les bâtiments se ressemblent, ils auraient pu au moins faire l'effort de bien faire les tuiles, fenêtres et les portes. Et les graphismes de ce jeu sont juste des trompe-l'œil. Bref, pour un jeu vidéo qui est issu de la franchise la plus rentable, c'est pas terrible. Alors globalement, que raconte l'histoire du jeu? On arrive à Illumis pour commencer une nouvelle vie, mais dès le début, on nous vole la valise en poursuivant le voleur. Notre futur rival nous donne un starter pour se défendre et démarrer l'aventure. L'aventure, c'est vite dit. Peu après, on rejoint la Team Z, un groupe de jeunes dresseurs participant au système de combat urbain Zelda Royal. On commence au rang Z et on cherche à gravir les échelons jusqu'au rang A, à travers des duels stratégiques dans la ville. En montant dans le classement, on découvre que la société responsable du réaménagement d'Illumis cherche à exploiter l'énergie de la méga évolution, perturbant l'équilibre naturel. Cette instabilité attire l'attention de Zygarde, gardien de Kalos. L'aventure se conclut par un affrontement décisif pour empêcher une catastrophe liée à cette énergie et restaurer l'équilibre entre modernisation et nature. Je trouve cette histoire complètement conne. Déjà, le combat final, à la fin du jeu, à la fin d'un jeu Pokémon, on est censé soit affronter un dresseur
bien badass, soit affronter un Pokémon légendaire. Je dois reconnaître que c'était pertinent de faire mourir AZ, que ce soit dans l'animé ou les jeux, c'est pas souvent qu'ils font mourir un personnage principal. Vu qu'on connaît le personnage depuis X et Y, je dois reconnaître que sa mort était touchante. D'ailleurs, en parlant de X et Y, l'histoire te raconte les événements qui se sont passés dans X et Y, comme si c'était la révélation de l'histoire. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu X et Y, c'est sympa. Et ceux qui ont joué, ça fait des clins d'œil sympas. Et c'est pareil pour Lysandre et les anciens membres de la Team Flare. Maintenant, on va parler du contenu du jeu. Je vais commencer par le truc qui me gonfle le plus. Enlever le tour par tour était une immense connerie. J'espère qu'ils ne feront pas ça dans les futurs jeux de la franchise. La visée, ça ne marche pas toujours. Des fois, pour qu'une attaque se lance, il faut attendre la fin ou le début d'une animation. Les cinématiques pendant les combats sont trop longues, surtout quand un combat est court. J'ai pour exemple le combat contre Cornelia où il faut se battre à 1 contre 1, Lucario contre Lucario pour obtenir la Lucarite Z. Là, on aurait pu avoir quelque chose d'épique et au final on se retrouve avec un truc bâclé. Aussi, remettre les Pokémon de Baron, c'est de la connerie. Dans Légende Pokémon Arceus, c'était bien car on était dans de grandes plaines sauvages, c'était fun, pas de problème. Là, dans Illumis, c'est limite étouffant. Et quand tu te balades avec ton Baron, suivant le Pokémon que c'est, eh ben tu ne vois plus rien à l'écran. Et les échafaudages, on en parle? Ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant avec ça. C'est mal designé. Quand tu sautes d'un échafaudage à l'autre, t'as plus de chances de te louper qu'autre chose. L'épreuve de parcours avec Grenousse en est la preuve. Et t'as une pression en plus avec les timers. En parlant de timers, t'as que ça. La journée, tu chasses des Pokémon. Et d'un coup, c'est la nuit, tu dois faire les combats du Royal Zelda. Je parlerai des failles du DLC plus tard. Un truc qui est drôle et ironique dans ce jeu, comme vous le savez déjà, Illumis est une ville inspirée de la ville de Paris. Vous voyez les bancs? Dans Paris, il y a à peu près les mêmes. La barre qu'il y a au milieu sert à empêcher les SDF à dormir dessus. Je trouve ça ironique quand on sait que dans le jeu, ces bancs servent à dormir pour passer le temps. Aussi, les missions secondaires. Alors autant il y en a, elles sont utiles pour avoir des objets, des Pokémon chiants à attraper à l'état sauvage. Autant il y en a d'autres, c'est juste du remplissage pour passer le temps. Et c'est encore pire dans le DLC. Les méga féroces, quelle connerie aussi. Ils ont juste voulu rajouter des combats de boss pour faire comme dans les autres jeux vidéo. Et ils font ça avec des Pokémon banals. Pourquoi ça m'énerve? Eh bien tout simplement parce que dans le jeu, il y a des légendaires et pour les attraper, il n'y a aucune difficulté. Xerneas, je l'ai attrapé comme n'importe quel autre Pokémon sauvage dans le jeu. Et Yveltal, c'est pire. Je me suis préparé à l'affronter. J'ai préparé mon équipe. J'ai fait le plein de Hyper Ball. J'ai pris soin de sauvegarder avant le combat. Le combat commence. Je lance une balle. Je l'ai attrapé. Fin. Et c'est pareil avec les événements de Diancie et Mewtwo. Pour ces Pokémon, c'est là qu'il aurait fallu des combats de boss. Et aussi les Shiny. Avant les Shiny, il fallait chasser pendant des heures pour n'en trouver qu'un seul. Là, avec le Charme Chroma, je trouve minimum un Shiny par game. Et dans les failles du DLC, tu peux trouver plusieurs Shiny si tu trouves la bonne recette de beignet. Et le Royal Zelda, c'est une fraude. Bon, je ne vais rien dire sur la variété des dresseurs. Niveau Pokémon, il y a de tout. Le but du jeu est d'affronter plusieurs dresseurs pour obtenir des points, pour affronter un dresseur ultime et gagner un ticket pour passer au rang suivant. Premier problème, c'est qu'à un moment dans le jeu, c'est que le scénario a décidé de nous faire passer du rang V au rang F. Je trouve ça débile. Moi, j'aurais bien aimé affronter les 26 dresseurs ou alors réduire le nombre de points pour obtenir le ticket. Avant l'arrivée du DLC, il fallait faire 1000 combats pour avoir le Charme Chroma. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas, mais ça reste débile. Pour celles et ceux qui n'ont pas pris le DLC, est-ce que l'objectif des 1000 combats pour le Charme Chroma est toujours là? Répondez en commentaire, merci. Dans Épée et Bouclier et dans Écarlate et Violet, on a eu de formidables DLC, contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont dit. Dans le premier DLC de Pokémon Épée et Bouclier, j'avais adoré la quête pour faire évoluer Wushours. Dans le deuxième d'Épée et Bouclier, j'avais adoré toutes les quêtes pour attraper les légendaires et les explorations d'Inamax. Dans le premier DLC d'Écarlate et Violet, j'ai adoré la quête d'Ogerpon et des Adoramis, et j'ai adoré explorer la map de Serpentria. À elle toute seule, surpasse la map de Zelda. Oui, un demi-DLC, c'est déjà plus vaste que la map de Legend Zelda. Et dans le deuxième DLC d'Écarlate et Violet, j'ai adoré les combats doubles, les zones sauvages du Dôme et surtout un deuxième conseil des 4 avec des combats doubles. Après avoir mis en avant les qualités de ce DLC, j'aurais une question. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, parce qu'on l'a craché sur les deux DLC pour de la merde,
Mais qu'en est-il de l'histoire? Dans un premier temps, qu'est-ce que raconte ce DLC? Grosso modo, on trouve une petite fille qui s'appelle Anya sur le toit de l'Hôtel Z. Anya n'est autre que la fille de Dianthea, la maîtresse du Conseil 4 de la région de Kalos. Partout dans la ville, il y a des failles pour aller dans une dimension qui s'appelle Extra Illumis. En gros, c'est Illumis avec un filtre violet. Anya s'installe à l'accueil de l'Hôtel Z pour faire des donuts pour son Oupa, pour qu'il puisse ouvrir des failles pour qu'on puisse explorer. Quand on a exploré assez de failles, on affronte Darkrai, puis Mega Darkrai, car c'est lui qui est responsable de ces failles. Et fin du jeu, générique. Et non, c'est pas fini, car le rêve d'Anya, c'est d'attraper Rayquaza pour impressionner sa mère. Mais avant, il faut affronter Kyogre et Groudon, plus leur forme originelle. Puis les attraper. Et pareil pour Rayquaza, combat dans sa forme normale et affrontement dans sa méga évolution. Et là, l'histoire du DLC est vraiment finie. L'histoire est courte et sans intérêt. Les combats contre Darkrai, Kyogre, Groudon et Rayquaza sont vraiment intéressants. Et mention spéciale pour le combat contre Rayquaza. Le combat est très dur mais épique. Je crois que je n'avais jamais autant de plaisir à combattre un légendaire dans un jeu Pokémon. Maintenant, on va parler du contenu de ce DLC. C'est juste du farming. Alors autant on peut trouver des qualités au jeu principal, mais à part les combats que j'ai cités, ce DLC n'a rien pour lui. Déjà, remplir le Pokédex, c'est un calvaire et c'est pas amusant. Alors au début, ça peut être sympa. On fait des donuts en aléatoire, on attrape les Pokémon qui viennent. Mais quand on arrive sur la fin et qu'on cherche des Pokémon particuliers, il faut farmer des failles pour avoir des points et obtenir des failles 5 étoiles. Un bon moyen d'allonger la durée du jeu. À la fin, j'en ai eu marre, j'ai demandé à quelqu'un de m'échanger Motisma dans toutes ses formes. Aussi, il faut trouver la bonne recette de donuts pour avoir l'aura objet rare N3. Pour obtenir des objets, pour faire évoluer certains Pokémon. Mention spéciale pour Carmardura et Malvalam. Pour le jeu principal, j'avais parlé des timers. Là, c'est encore pire. Suivant les donuts et la faille où vous choisissez d'aller, il y a une limite de temps. Ça nique l'exploration. Car en plus, il y a des objectifs à accomplir pour les fameux points pour avoir les failles 5 étoiles. Bref, c'est chiant et c'est pas amusant. Aussi, pour allonger la durée du jeu, ils ont ajouté des missions secondaires. Ouais, super. J'ai même pas fini celle du jeu principal. Bref, ce DLC est une arnaque. Alors, est-ce que je recommande l'achat de ce jeu? Pour un joueur de jeux vidéo lambda, non, car si je devais diriger quelqu'un vers un jeu Pokémon, ça ne serait pas celui-là. Et le DLC encore moins. Par contre, pour un joueur Pokémon accompli, oui, déjà, si ce joueur a connu Pokémon que sur Switch, qui a les autres jeux, ça lui permettrait de finir et de remplir son Pokémon Home. Et pour le DLC, ça dépend de s'il a envie de prolonger son expérience. Nous arrivons en fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers, à y mettre des pouces, à y mettre la cloche et à la partager pour plus de référencement. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sacs Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition. Soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao!